Ce poème de Jean Anouilh s'appelle Le Rat. Alors, c'est une allégorie. Hein. Alors l'antisémite du mois, c'est ma rubrique effectivement que j'avais lancée comme une boutade à l'époque, pour dire en fait qu'effectivement c'était grâce à Hitler qu'on avait inversé les valeurs après 1945. C'est-à-dire que je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de philosémites avant 1945, c'est un peu une boutade, mais je veux dire que le rapport moral et statistique entre ce qu'on appelle antisémite, qui est un terme impropre. Hein. Les sémites, c'est les musulmans, les sémites, c'est les arabes. Je suis pro-musulman et pro-arabe, donc je suis philosémite. On parle d'anti-judaïsme, hein, évidemment. Hein. Donc, en fait, mais je prends le terme comme salafiste, je prends le terme imposé. Salafiste est un faux terme, et antisémite est un faux terme, imposé par les mêmes, pour les mêmes raisons, parce que qui contrôle le vocabulaire vous contrôle déjà votre cerveau, quoi que vous fassiez. Hein. Quand vous vous soumettez au matériel linguistique de l'ennemi, vous avez déjà perdu avant de commencer. Hein. C'est le principe de la domination. C'est celui-là aussi, extrême droite, antisémitisme, salafisme, tout ça, voilà, c'est des mots manipulés pour vous piéger, quoi que vous fassiez. Voilà. Donc, je rappelle que c'est grâce à Adolf Hitler qu'il y a eu Israël. La Shoah en soi, c'est clair que ce n'est pas une chose qui est bonne. Mais en fin de compte, dans le calcul de tout ce qui va se passer, tout ce qu'il y a eu dans l'histoire, Hachem, il a un enfant adoré, c'est Am Israël. Sans Shoah, il n'y avait plus d'Am Israël. Alors c'est souffrance, et c'est terrible. Mais quand tu as une vision qui est réduite au lamazé, alors il n'y a aucune compréhension, mais quand tu comprends maintenant qu'on parle d'infini, et par rapport à un peu de souffrance que tu as ici, tu reçois l'infini, ça vaut le coup. Et c'est grâce aussi à Hitler qu'après 1945, la proportion statistique et comment dirais-je, l'ordre moral entre antisémites, en réalité anti-judaïque et pro-judaïque, a été totalement inversé. Cette Shoah, même les gens les plus loin de la Torah, quand ils voient un film sur la Shoah, ils disent « je suis juif », ça les sensibilise, ça les identifie à ce peuple. Les bienfaits de la Shoah, c'est inimaginable. Inimaginable. Avant, c'est-à-dire depuis les Égyptiens jusqu'à 1945, les hommes de talent, les hommes qui avaient de la morale et les religieux authentiques avaient bien désigné le judaïsme comme un problème, le Christ, les évangiles, le Coran, les penseurs du socialisme, les penseurs de la tradition, tous avaient bien dit il y a un problème avec le judaïsme et le peuple qui porte cette idéologie. Hein. Et les philosémites étaient plutôt des Mark Twain, des mecs un peu qui étaient en général philosémites pour des raisons qualifiées aujourd'hui d'antisémites. Un peuple qui dynamise l'économie, ils sont malins. Voilà, c'était genre prenons exemple sur eux, et c'était plutôt prenons exemple sur eux comme modèle pour la bourgeoisie. Hein. Comment dominer par par la méthode bourgeoise moderne, c'est-à-dire par la manipulation dialectique et le commerce, plutôt que par les méthodes traditionnelles qui sont la virtus, la vertu et la force guerrière. Hein. Donc on voit bien qu'en fait, c'était ça le climat. Et aujourd'hui, à force de domination communautaire, de terrorisme intellectuel ou moral par la Sainte Shoah et par la surreprésentation de spécialistes du pile-poule pour nous faire passer la dialectique casuistique pour du logos, c'est-à-dire qu'effectivement, travestir et détruire chaque jour un peu plus, comment dirais-je, la saine logique aristotélicienne par effectivement cette espèce de fausse logique qu'on appelle la casuistique dialectique, on a imposé, ça a pris des années au bon peuple de France, effectivement, qu'un anti-judaïque était un crétin, un raciste et un malfaisant. Hein, alors qu'en fait, c'est simplement quelqu'un qui, au nom des saines valeurs humanistes universelles, qu'elles soient celles de la chrétienté ou de la République, refuse de se soumettre à un peuple qui prétend être le peuple élu, qui se transmet par le sang de la mère, c'est-à-dire un peuple qui prétend au suprémacisme racial pour des raisons théologiques et belliqueuses. On va mettre aussi là quelques citations de l'Ancien Testament pour voir quel est le projet de l'Ancien Testament. Hein. Le projet de l'Ancien Testament, c'est le projet des chrétiens sionistes et le projet des néoconservateurs américains. C'est un projet hostile
à ceux qui n'en sont pas. C'est un projet de domination mondiale, de soumission par la violence, c'est un projet de purification ethnique. Il suffit de lire l'Ancien Testament, et il suffit après d'en écouter le commentaire du Christ à travers les évangiles, et le commentaire du prophète en lisant le Coran. Et pas trop les hadiths, parce que les hadiths, il y a tout et n'importe quoi dedans. Le Coran, hein, c'est mieux. Là, il n'y a pas de discussion possible. Et on voit que finalement, on est dans un monde d'inversion totale des valeurs en ce moment, et que je le démontre chaque fois un peu plus par cette rubrique que j'ai fait aujourd'hui comme un pied de nez, mais je continue parce qu'il y a de la demande. Donc aujourd'hui, l'antisémite du mois, je vais vous en servir plusieurs, parce qu'il y en a tellement que je ne peux pas vous en citer qu'un à chaque fois, parce que je pense que je ne vivrai pas assez longtemps pour tous vous les citer. Je vais en prendre quelques-uns, là, aujourd'hui. Alors je les choisis toujours, jamais chez des dingues et chez des mecs d'extrême droite. Je les choisis toujours chez des types qui sont des gloires du génie français, souvent de gauche, considérés comme de très grands talents, etc. C'est pour vous montrer l'écart abyssal entre le mensonge officiel aujourd'hui et la réalité, tout simplement, historico-artistico-intellectuelle. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous servir comme antisémite carabiné Napoléon Ier, empereur de tous les Français, dont les cendres sont aux Invalides. Je vais vous citer Victor Hugo, alors Victor Hugo, j'en ai des tonnes, mais je vais en citer qu'une parce que j'attends que les gens me fassent chier pour en resservir à chaque fois un peu plus. Donc c'est le piège que je tends aux crétins, c'est essayer de m'emmerder sur l'antisémitisme de Victor Hugo. J'ai du stock parce que on me fournit du matériel. Hein. Il y a quand même des érudits en France qui sortent de leur trou en ce moment, qui ont un petit peu de courage. Donc je vais vous citer Victor Hugo. Enterré, je vous le rappelle, il est au Panthéon, je crois. Victor Hugo, oui. Oui, il est au Panthéon avec Voltaire. Donc là, c'est pareil, je demande à M. Prasquier qu'est-ce qu'il attend pour demander qu'on sorte Voltaire du Panthéon, parce que c'est un antisémite carabiné, Voltaire. C'est du niveau de bagatelle pour un massacre, les textes antisémites de Voltaire. Et puis il y en a un paquet. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il attend aussi pour exiger, au nom de la lutte contre l'antisémitisme et la défense de la France éternelle qu'il incarne parfaitement, parce que je crois qu'il est arrivé de Pologne il y a assez récemment, par rapport à la France qui, je rappelle, existe depuis le baptême de Clovis. C'est la plus vieille nation du monde au sens moderne du terme. Donc qu'est-ce qu'il attend pour exiger qu'on sorte les cendres de Victor Hugo également du Panthéon avec celles de Voltaire? Mais je vais vous citer aussi des auteurs qu'aiment bien les gens de gauche ou les gens se réclamant du génie littéraire du XXe siècle. Je vais vous citer Blaise Cendrars, je vais vous citer Georges Bernanos. Georges Bernanos, dont La Grande Peur des Bien-Pensants, dans sa réédition de poche, est préfacé par Bernard Franck et Élie Wiesel, pour vous dire que comme on peut rigoler. Je vais vous citer Marcel Jouandeau, catholique homosexuel de grand talent, et Jean Anouilh, dont récemment, Alain Resnais, qui s'est fait bien voir pour l'éternité en réalisant un très beau documentaire qui s'appelle Nuit et brouillard, dont on remettra le lien, parce que je vous signale aujourd'hui que compte tenu de l'évolution et de la mythification de ce qu'on appelle la Shoah, si vous regardez aujourd'hui Nuit et brouillard, ça sera considéré comme un documentaire révisionniste. Chaque camp réserve des surprises, un orchestre symphonique, un zoo, des serres où Himmler entretient des plantes fragiles. Le chêne de Goethe à Buchenwald, on a construit le camp autour, mais on a respecté le chêne. Un orphelinat éphémère, constamment renouvelé. Un bloc des Invalides. Quand le film a été terminé, Anatole Dauman l'a vu au laboratoire avec moi. Il m'a dit je suis très content d'avoir produit ce film, mais il y a une chose que je peux vous garantir, Alain, c'est qu'il ne sortira jamais dans une salle. À cause de parce que c'est le sujet, et puis je crois qu'il a dit trop de violence quand même. Alain Resnais vient de faire réaliser un dernier film qui reprend, je crois, qui s'appuie sur l'œuvre de Jean Anouilh ou sur une œuvre de Jean Anouilh. Et puis un film qui nous fait découvrir à nouveau l'originalité et l'inventivité du cinéaste Alain Resnais. À 90 ans, il signe un long métrage entre théâtre et cinéma intitulé « Vous n'avez encore rien vu ». Ses acteurs fétiches, Pierre Arditi, Sabine Azéma, Lambert Wilson, se retrouvent pour interpréter un texte de Jean Anouilh, Eurydice. Eurydice, jeune, Eurydice légère, Eurydice souriante.
Jean Anouilh, écrivain de théâtre fantasque et génial, très très respecté. Lui aussi d'ailleurs, un pied en France, un pied en Suisse, né en 1910 et mort en 1987, qui a connu Cocteau. Enfin, je veux dire, type inattaquable, très respecté, lié à Louis Jouvet, enfin un grand maître de la création théâtrale française qui court des années 30 jusqu'aux années 80. Hein, voilà. Donc, après avoir fait cette longue introduction, je vais citer Napoléon Bonaparte. Donc c'est aux séances du Conseil d'État du 30 avril 1806. J'y vais. La législation est un bouclier que le gouvernement doit porter partout où la prospérité publique est attaquée. Le gouvernement français ne peut voir avec indifférence une nation avilie, dégradée, capable de toutes les bassesses, posséder exclusivement les deux beaux départements de l'ancienne Alsace. Il faut considérer les Juifs comme nation et non comme secte. C'est une nation dans la nation. Je voudrais leur ôter, au moins pendant un temps déterminé, le droit de prendre des hypothèques, car il est trop humiliant pour la nation française de se trouver à la merci de la nation la plus vile. Des villages entiers ont été expropriés par les Juifs, ils ont remplacé la féodalité, ce sont de véritables nuées de corbeaux. On envoyait au combat d'Ulm qui étaient accourus de Strasbourg pour acheter des maraudeurs ce qu'ils avaient pillé. Il faut prévenir par des mesures légales l'arbitraire dont on se verrait obligé d'user envers les Juifs. Ils risqueraient d'être massacrés un jour par les chrétiens d'Alsace, comme ils ont été si souvent et presque toujours par leur faute. Les Juifs ne sont pas dans la même catégorie que les protestants et les catholiques. Il faut les juger d'après le droit politique et non d'après le droit civil, puisqu'ils ne sont pas citoyens. C'est en 1806, ça. Il serait dangereux de laisser tomber les clés de la France, Strasbourg et l'Alsace, entre les mains d'une population d'espions qui ne sont point attachés au pays. Les Juifs autrefois ne pouvaient pas même coucher à Strasbourg. Il conviendrait peut-être de statuer aujourd'hui qu'il ne pourra pas y avoir plus de 50 000 Juifs dans le Haut et le Bas-Rhin. L'excédent de cette population se répandrait à son gré dans le reste de la France. Je vous rappelle que M. Payon, ministre de l'Éducation nationale et champion de la laïcité, provient de la haute bourgeoisie juive de strasbourgeoise dont parle en ce moment Napoléon Ier. Voilà, moi je pense qu'il faudrait aussi qu'on s'occupe de Napoléon et qu'on le sorte de l'histoire de France, et surtout qu'on sorte ses cendres des invalides. Hein. Voilà. Je finis. On pourrait aussi leur interdire le commerce en se fondant sur ce qu'ils le souillent par l'usure et annuler leurs transactions passées comme étant entachées de fraude. Donc là, c'est pas les réparations, hein, ça serait dans l'autre sens. Les chrétiens d'Alsace et le préfet de Strasbourg m'ont porté beaucoup de plaintes contre les Juifs lors de mon passage dans cette ville. Donc ça, c'est c'est un discours prononcé par Napoléon Ier, empereur de tous les Français, en séance du Conseil d'État le 30 avril 1806. C'est d'un antisémitisme carabiné. Voilà. Hein. Donc je vous